Voilà, chers amis d'Anglo-Congo, nous sommes ensemble encore pour une bonne heure. Nous sommes là, nous sommes venus faire l'analyse sur la situation politique en RDC. Aujourd'hui, nous sommes les 17 janvier 2019, parce que j'oublie. C'est une date qui nous fait rappeler beaucoup de choses. Le 17, c'est la date officiellement on a déclaré Mouzé est mort, mais on sait qu'il est mort un jour avant. Nous n'allons pas y revenir pour le moment. Nous sommes très contents que vous êtes déjà connectés. Nous allons aborder deux sujets principaux. Nous avons la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur les résultats du scrutin du 30 décembre 2018. Le deuxième sujet, c'est comment interpréter la position des USA sur les résultats de l'élection présidentielle au Congo. Vous savez, ils viennent de publier une déclaration, un communiqué. Donc, ce sont là les deux sujets principaux que nous allons analyser. Évidemment, par vos questions, nous pourrons toucher à d'autres sujets. Nous continuons à lancer un appel avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet à tous les Congolais, autant ceux de Yumbi où il y a un conflit ethnique, autant que ceux de Kikwit et d'autres parties de la République, de ne pas faire de la violence contre leurs compatriotes d'une autre région, ou province, ethnie, une pratique pour régler ou bien exprimer des frustrations qu'ils peuvent avoir. Donc, nous lançons un appel de paix de part et d'autre et nous continuons à demander aux églises, tant des églises de réveil que l'église catholique, l'église protestante, de participer à cet effort d'apaisement pour que les Congolais vivent en paix. Et cela est aussi vrai dans la diaspora, parce qu'on a signalé quelques cas, une bagarre, je crois, en Europe. On peut avoir des points de vue différents, mais ne pas en venir aux mains, ne pas chercher à attenter à l'intégrité physique des gens. La violence, d'où qu'elle vienne, elle est condamnable. Et nous en sommes victimes en tant que nation. Nous avons déjà perdu beaucoup de gens depuis l'arrivée de l'AFDEL, même bien avant. Donc, nous devons faire très, très attention. Sinon, je l'ai toujours dit, nous allons vivre un autre génocide, nous allons vivre, je ne sais pas moi, la balkanisation, parce que la balkanisation, c'est souvent quand les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Là, ça donne lieu aux gens, plutôt à une tierce puissance, de venir davantage vous séparer en présentant cela comme une mesure de paix. Voilà. La déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, premier sujet, sur les résultats du scrutin du 30 décembre 2018. Je m'en vais vous lire cette déclaration. Le Conseil de sécurité prend note des résultats des élections et appelle à préserver la paix. Je l'ai tiré du site de la MONUSCO. Ça est là en deux versions anglaise et française. C'était hier, le 16 janvier 2019. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note mardi de l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, les 10 et les 12 janvier, des résultats provisoires des élections présidentielles et provinciales
et des élections législatives en République démocratique du Congo. La CENI a ainsi annoncé que Félix Tshisekedi, candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, est arrivé en tête de l'élection présidentielle devant Martin Fayulu de la coalition Lamuka et Emmanuel Ramazani Shadari du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, soutenu par le président sortant Joseph Kabila. La conférence épiscopale du Congo a pour sa part déclaré que les résultats de la présidentielle publiée par la CENI ne correspondaient pas aux données collectées par ses observateurs. Vendredi 11 janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter de la situation à RDC et a entendu des exposés des représentantes spéciales du secrétaire général pour la RDC, Leila Zerougui, du président de la CENI, Corneille Nangaa, et de Monseigneur Untebi de la SECO. Dans une déclaration à la presse publiée mardi, les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de la tenue pacifique des élections en dépit des difficultés techniques, logistiques et sécuritaires les jours du vote et de la décision de suspendre les votes dans certaines régions du pays pour des raisons spécifiques de santé et de sécurité. Ils ont félicité les millions de Congolais qui se sont rendus aux urnes avec calme et détermination pour exprimer leurs souhaits et ont facilité le peuple congolais et les acteurs politiques pour la conduite des élections présidentielles nationales et provinciales qui ont vu la participation large et inclusive des partis politiques. Ils se sont en outre félicités du rôle important qu'ont joué les missions d'observation nationale et régionale de la communauté de développement d'Afrique australe et de l'Union africaine. Les membres du Conseil de sécurité ont félicité toutes les parties et tous les acteurs de la RDC pour avoir assuré la paix et la stabilité pendant le processus électoral et ont exhorté toutes les parties intéressées à s'abstenir de la violence. Ils ont également, ils ont souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes concernées d'agir de manière à réaffirmer l'intégrité du processus électoral, à respecter les résultats du scrutin, à défendre la démocratie, à préserver la paix dans le pays et ont appelé à la poursuite de l'unité nationale et de la consolidation de la paix, notamment par le biais d'un dialogue politique entre toutes les parties prenantes. Notons que les différends avaient été portés devant la Cour, devant la Cour constitutionnelle. Le Conseil de sécurité a encouragé toutes les parties prenantes concernées à préserver les climats généralement pacifiques des élections, à faire valoir leurs réserves ou leurs différends par les biais de mécanismes et processus appropriés dans la constitution de la RDC et dans sa loi électorale. Ça, c'est les communiqués du Conseil de sécurité qui est relayé par la MONUSCO sur le site de la MONUSCO. Maintenant, analysons ces communiqués. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, la communauté internationale, dans son ensemble, félicite le peuple congolais pour sa détermination, qui s'est mobilisé pour aller voter ce jour-là. Dans certaines villes, il avait plu. Ils ont félicité aussi les missions d'observation nationale. Donc, par là, il faut comprendre la CENCO, l'autre l'ONG Simocel, les CC, toutes les missions d'observation nationale. Et ils ont félicité aussi les missions régionales et continentales telles que la SADC et puis l'Union africaine qui avait aussi envoyé des observateurs. Ils ont noté que M. Félix Tshisekedi
a été déclaré vainqueur par la CENI, mais ils ont encouragé aussi ceux qui sont mécontents, notamment la MOUCA, à faire des réclamations dans les cadres légaux prévus par la loi électorale et la Constitution, chose qui est en train d'être faite pour le moment parce que vous savez, M. Martin Fayulu avait déposé 2 requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. L'avocat général ou le procureur ou le ministère public a demandé que ces 2 requêtes soient annulées, rejetées plutôt, donc bien déclarées non recevables. Il a donné des raisons et la Cour est allée en délibérer, donc elle va se prononcer dans les 8 jours qui suivent. Nous sommes encore dans ce délai-là de 8 jours, ça vous le savez. Alors, dans tout ça, ils ont aussi appelé les différentes parties à préserver la paix qui a prévalu pendant les élections. Les élections du Congo ont cette fois attiré, plus qu'avant, l'attention de la communauté internationale pour des raisons principales. Il y a d'abord les enjeux économiques, donc les minerais, et il y a aussi l'enjeu sécuritaire, c'est-à-dire nous sommes un grand pays en termes de superficie, nous sommes le 2e grand pays d'Afrique, nous avons une très grande population, à peu près de 80 millions d'habitants, nous avons le seul pays qui a 9 voisins, et nous sommes au centre de l'Afrique. Parmi nos voisins, il y a des pays qui ont des problèmes, des défis sécuritaires majeurs ou bien politiques. Alors, si ça ne va pas au Congo, comme l'avait dit Peter Pham, le nouveau envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs, si ce qui se passe au Congo ne s'arrête pas au Congo. Voilà les 2 raisons principales qui font que cette fois-ci, les élections ont attiré plus qu'avant la communauté l'attention de la communauté internationale. Je réponds les enjeux économiques, donc le minerai stratégique, principalement les cobaltes, et aussi le fait que si ces élections ne se passaient pas bien, il y aurait violence, et cette violence va affecter la sécurité et la stabilité de pays voisins. Au niveau de l'Occident, c'est surtout d'abord, disons, au niveau de l'Occident et des autres puissances mondiales, telles que la Chine et la Russie, c'est surtout d'abord les intérêts, les enjeux économiques. Au niveau de la sous-région, c'est-à-dire de nos pays voisins et même des pays qui sont voisins à nos voisins, c'est surtout les défis sécuritaires parce que la plupart des États qui sont nos voisins, je dis bien la plupart, ce sont des États à stabilité très faible. Mais il y a aussi, pour certains pays, les enjeux économiques, notamment le Rwanda, l'Angola, il y a certainement des enjeux économiques. Et même l'Ouganda. Alors, maintenant, nous avons là des résultats des élections qui sont contestés, mais soumis à l'examen de la Cour constitutionnelle. Au niveau de la communauté internationale, quand on regarde très bien, sur base de ces communiqués bien sûr, on voit que la priorité maintenant, c'est de préserver la paix. On ne préserve pas quelque chose qui n'existait pas. Donc, il y a une paix relative. La situation qui prévaut dans le pays, en dépit de quelques... ce sont des vies humaines, je ne minimise pas. Il y a eu des morts dans les Bandundu, il y a eu
On dit aussi même à Kinshasa. Et il y a eu des morts à l'est de la République. Je ne minimise pas ces morts, mais on considère que plus ou moins la situation est calme au Congo après la publication des élections. Et même pendant les élections, la tenue d'élections, la situation était calme. C'est pour cela, la communauté internationale, connaissant la fragilité de notre pays sur le plan sécuritaire et tenant compte de la position stratégique qui est la nôtre, la communauté internationale, et c'est clair, est entrée, tout en ayant un regard sur les résultats des élections, mais est beaucoup plus focalisée, beaucoup plus préoccupée par la stabilité et la sécurité en RDC. La situation que nous sommes en train de vivre a déjoué tous les pronostics. On pensait qu'à l'issue de ces élections, ça sera le chaos en RDC. Et j'en veux pour preuve la présence des militaires américains dans la région, notamment au Gabon. J'avais donné un peu, essayé un peu de donner les chiffres en termes de kilomètres. Donc, des militaires américains positionnés à Libreville sont plus proches de Kinshasa que de militaires qui se trouveraient à Lubumbashi. Donc, c'est juste pour dire, ils sont à quelques heures de chez nous. En tout cas, ça n'arrive pas à 2 heures. Et quand vous avez une puissance planétaire comme les Américains, les États-Unis, qui envoient des Marines, et d'ailleurs, comme je l'avais dit, ils ne sont pas 80, ils devraient être plus, parce que quand on communique les effectifs militaires, généralement, on ne dit pas la vérité pour des raisons que vous pouvez deviner. Alors, j'étais en train de dire que la présence de ces militaires est un signe, et c'est une évidence, de la crainte, et c'est une crainte qui était fondée, qu'avait la communauté internationale, les États-Unis en tête, par rapport à ce qui pouvait arriver dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il y a la paix. Alors, du côté, permettez-moi un peu de voir les choses du côté de Joseph Kabila. J'ai l'impression que Joseph Kabila avait compris le message venant des Américains. Tout le monde savait que si Shadari passait comme était déclaré vainqueur, qu'il y aura en tout cas des troubles et que cela pouvait même conduire à des affrontements armés. Joseph Kabila, comme j'ai dit, et son camp, ils ont compris le message. C'est comme ça qu'ils ont finalement abandonné l'histoire de proclamer Kabila vainqueur. Avant ces élections, il y avait 2 concurrents majeurs de l'opposition, des favoris, si je peux dire comme ça, parce que on a eu pendant longtemps M. Félix Tshisekedi. Si je considère les résultats de Bercy et GEC, mais ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que d'abord ce n'est qu'un sondage, même quand c'était en faveur de Moïse Katumbi, même quand c'était en faveur de Félix Tshisekedi, même quand c'était en faveur de Fayulu. Je disais que ce n'est qu'un sondage. En plus, il y avait un conflit d'intérêts. Messieurs Olivier Kamitat a déjà dirigé Bercy. La personne qui dirige Bercy aujourd'hui, c'est son ex-belle-sœur. Je pourrais même aller très loin encore, messieurs, sans remettre en cause les sérieux du travail de l'université de New York, mais je limite ça au niveau individuel, monsieur Joseph Stearns. En tout cas, on peut dire que c'est quelqu'un qui a toujours été pour que Moïse soit président. J'en ai une preuve. J'ai une vidéo
il avait tenu une conférence avec messieurs, notre compatriote Mvemba Dizolele, avec un Américain, lobbyiste, mais aussi qui s'occupe aujourd'hui de la fondation Panzi aux États-Unis, Tony Gambino, il y a quelques années, où il avait dit clairement, de sa propre bouche, et j'ai la vidéo, et je lui ai écrit dernièrement, que pour lui, c'est Moïse qui devrait être président de la RDC. Et ça, c'était pendant que Moïse était encore dans le PPRD et qui ne voyait personne d'autre. Il était même confronté dans la salle par un compatriote. Hein. Voilà. Donc, et j'ai encore, je peux vous dire, aujourd'hui je vais le révéler, parmi les journalistes que vous voyez, certains journalistes ont été approchés par le lobby qui soutient Moïse Katumbi à Kinkamp. Je ne dis pas des choses qui viennent de ma tête. Le document existe dans le website de Farah. Parce que j'ai un ami hein, qui était aussi approché par Akin Gamp hein, et on causait, mais il ne m'avait jamais dit ça. Alors, un jour, je lui ai flanqué ça au visage. Je lui ai dit, mais mon cher, tu travailles avec un lobby qui soutient qu'est-ce que je dis, pas Martin Fayul, Moïse Katumbi. Il était étonné que j'avais trouvé son nom, enfin pas j'avais trouvé son nom, qu'on avait publié son nom. Et il m'avait donné les détails, comment il était approché, il n'était pas seul, il y avait trois Congolais, deux autres Congolais, l'un c'est un prêtre, l'autre c'est un expert, un Congolais qui est considéré comme expert des questions de la RDC, et mon ami là. Et c'est lui qui m'avait expliqué, il y a, je crois, 3 ans passés, c'est lui qui m'avait expliqué comment certains journalistes, je dis certains, pas tous, de Reuters, s'est retrouvé au Congo comme envoyés spéciaux de Reuters, mais en réalité, ce travail, il le faisait pour le compte d'Akin Gamp. Plus tard, le website Farah va publier les noms des gens qui ont été approchés, et même certains activistes des droits de l'homme. Même certains activistes, ça y est, dans le website, j'ai sauvegardé ça, j'avais retiré les documents, j'ai sauvegardé ça. Donc, il est important quand nous faisons l'analyse de nous documenter parce que en ce moment, les positions des uns et des autres sont dictées à leur proximité ou bien leur appartenance à tel ou tel autre camp. C'est très important. Alors, j'étais en train de dire que quand nous regardons d'une manière générale, les élections se sont déroulées dans un climat de paix. Et ceci donne une grande satisfaction à la SADC. Je l'ai dit dans le passé, la SADC s'est toujours interdit d'intervenir en ce qui concerne le résultat des élections tenues dans le pays membre de la SADC. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je l'avais dit il y a 2 mois passés. La SADC est beaucoup plus préoccupée quant à la stabilité des États. J'en vais, pour exemple, au Zimbabwe. Ça fait des décennies qu'il n'y a jamais eu des élections, des résultats qui reflètent la vérité des urnes au Zimbabwe. Depuis l'époque de Mugabe, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et la SADC, à un moment donné, la tricherie était très évidente. Mugabe avait triché, c'était tellement criant, tout ça. La SADC avait diligenté M. Thabo Mbeki, qui était venu comme médiateur, et ils avaient mis, je crois que c'était en 2008, finalement, ils avaient engagé des négociations qui avaient abouti à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, qui était dirigé par Feu Morgan Tsvangirai, le leader du MDC, paix à son âme,
Et à la tête du pays, c'était Mugabe. En fait, c'était une cohabitation imposée par la SADC. Mais, en tout cas, beaucoup de missions d'observation et beaucoup, et même certains pays, même des organisations régionales et surtout internationales, avaient conclu que M. Tsvangira avait gagné les élections. Alors, quand le président zambien donne l'exemple du Kenya, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, c'est pour cela que j'avais dit que nous risquons, en tout cas, il y a de fortes chances que nous ayons un gouvernement d'union nationale, avec à la tête M. Félix Tshisekedi, si on reste dans ces principes-là. Mais quand la Zambie, par son porte-parole, le porte-parole de la présidence, a parlé du récomptage, chose que nous ne trouvons pas dans les communiqués du Conseil de sécurité, les jours suivants, la presse sud-africaine, il y a un journal qui révèle que le président zambien avait reçu le coup de fil de son homologue sud-africain qui n'était pas content de cette incise imprudente dans la déclaration de la SADC. Et le président zambien était critiqué lui-même par son opposition à la presse, comme quoi, disons, quand il y avait eu des élections en 2016 et que les résultats étaient contestés, on avait demandé, l'opposition et la société civile zambienne demandaient que la SADC puisse intervenir et d'autres organisations sous-régionales. Le président Edgar Lungu avait dit que la Zambie était un pays souverain. Il avait convaincu Jacob Zuma pour qu'il pèse au niveau de la SADC et la SADC ne vienne pas intervenir pour départager le président Edgar Lungu et son challenger au niveau des résultats. L'Angola, par exemple, il n'y a jamais eu des élections démocratiques. Jamais. Alors, de ces points de vue, réalisme oblige. Je peux vous dire que on pourra tout négocier sauf le poste qui me semble du président de la République qui déjà revient à M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est mon point de vue. Et je ne vois pas la Cour constitutionnelle remettre en cause les résultats de la CENI. Quand nous jetons un coup d'œil sur les communiqués des États-Unis, nous constatons, je suis en train de les chercher là en anglais, mais je vais vous donner le point clé. Nous constatons une chose, je viens d'ailleurs de parler avant cette émission, j'ai tenu à appeler un haut responsable d'une ONG, je ne vais pas citer des noms, d'une ONG américaine qui est financée par le département d'État américain. Et dans le board de cette ONG, Madame Madeleine Albright est membre. Il y a Madame la sénatrice, je cite quelques noms, hein, pour seulement vous montrer les séries de cette ONG. Karen Bass est aussi membre et d'autres congressmen. C'est une ONG américaine qui est, comme on dit, dans le board, donc dans les comités, il y a des membres tant de républicains que de démocrates. Et pas de moindres. Je viens de parler avec, ce monsieur m'a fait l'honneur de recevoir mon coup de fil et on a parlé. Je lui ai posé des questions sur ce qui pourrait arriver, sur la position des États-Unis, d'abord sur la position des États-Unis. Il me dit ceci, les Américains sont très prudents dans leurs déclarations, parce qu'il s'agissait de cette déclaration. Il m'a dit, quand vous lisez cette déclaration, en gros, ils sont en train d'encourager la Cour constitutionnelle à jouer le franc jeu, mais aussi, quelque part, c'est une façon de s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Et il me dit qu'une fois la décision de la Cour constitutionnelle prononcée,
Et bien, pour les Américains, ça sera, comme on dit, it's done. C'est fait. Ils ne vont pas contester la décision de la Cour constitutionnelle. Parce qu'après tout, le Congo reste un pays souverain. Et quand vous entendez souvent, au niveau des États, on dit non, il faut laisser ces problèmes entre les Congolais, c'est un pays souverain, ça veut tout simplement dire, nous ne voulons pas nous prononcer là-dessus, ça veut dire que ça leur arrange, clairement. Hein, le résultat qui est là ne les dérange pas. Parce que pour les Américains, le problème c'était que M. Kabila ne se représente pas, que M. Chadari ne soit pas déclaré vainqueur. Ça leur donne satisfaction. J'avais aussi dans une émission signalé la position de la SADC après les sommets de Windhoek, où Kabila était parti dire au revoir à ses pairs. Le président namibien avait clairement dit dans une interview de RFI que ce que nous avons fait, c'est assez. C'est pour dire que notre mission, la SADC, était d'empêcher que Kabila se représente. Le reste, il revient au peuple congolais de se déterminer. Quand Jean-Pierre Mbemba Gombo, chairman du MLC, et Moïse Katumbi, qui sont le vrai patron de la Mouka, il faut le dire, sont allés voir le président namibien. Il a dit la même chose, mais en des termes un peu différents, comme quoi il revenait au peuple congolais hein, de se décider, hein, et ce qu'ils ont fait, c'est assez. Voilà. Donc, par rapport à la position de la communauté internationale, je ne crois pas qu'il y aura grand-chose, parce que au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique du Sud était représentée, et c'est d'ailleurs, ces jours-ci, c'est l'Afrique du Sud qui fait le chairman, donc représenter pratiquement les pays africains à ce niveau. Il y avait aussi d'autres pays africains, et tous les pays, y compris les États-Unis, y compris la France, y compris la Belgique, hein, tous les pays, ils sont liés à cette déclaration du Conseil de sécurité. Alors, le fait que le président Ramaphosa ait influencé le président zambien, parce qu'il avait commis aussi une bévue, il faut le dire, généralement, les communiqués de la SADC se font au niveau du secrétariat général de la SADC. Le fait qu'il avait amené, je disais, le président zambien à revoir sa position par rapport à la déclaration faite sur le récomptage, ça veut tout simplement dire que, en tout cas, les résultats vont rester tels quels. Bon, maintenant, Paul Kagame, qui est le président de l'Union africaine, qui est notre voisin, le Rwanda, enfin, Paul Kagame est le président du Rwanda aussi, mais il a surtout convoqué cette réunion en sa capacité du président de l'Union africaine à convoquer une réunion d'urgence au niveau à Addis Abeba. Jusqu'à hier, on pensait que le président sud-africain n'ira pas à cette réunion parce que le président zambien, alors que avant d'aller à Addis Abeba, quand vous regardez la géographie, hein, la carte de l'Afrique, bon, la Zambie est au nord de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est vraiment la partie australe finale de l'Afrique. Il est d'abord descendu dans le sud, le président zambien, avant d'aller à Addis Abeba, qui est pratiquement, j'allais dire, au nord-est. Hein. Et cela a fait dire à beaucoup de gens que peut-être le président Ramaphosa ne va pas aller parce qu'il y avait aussi une grande réunion économique qui se tenait en Afrique du Sud. Hier, surprise, il a pris son avion, il s'est rendu à Addis Abeba. Ça montre l'importance de cette réunion et le président namibien était en consultation avec le président angolais, Joao Lourenço. Alors, il y a une chose que Kabila a réussi, le gouvernement congolais, et pas seulement lui,
le peuple congolais aussi et les candidats, c'est que ces élections se sont déroulées dans un climat de paix. Et Kabila semble avoir tiré profit de cette volonté du peuple congolais de préserver la paix pendant les élections. Je dis semble avoir tiré profit. L'Angola ne cessait de dire que bon voilà, vous ne voulez pas écouter les conseils, mais qu'il n'y ait pas de problème pendant la tenue d'élections, des problèmes de nature à perturber la paix, donc à déstabiliser l'Angola. Cela revient à dire des vagues de Congolais qui sont en train de fuir des troubles, qui vont en Angola, et qu'il n'y ait pas aussi de problème à la proclamation des résultats. Que ces résultats soient acceptés plus ou moins par tout le monde. Quand on regarde de près, bon, on peut dire que la crainte qu'il y avait au niveau des pays tels que l'Angola et d'autres pays de la sous-région, cette crainte au regard de la situation qui prévaut pour le moment, cette crainte n'a pas de raison d'être. Donc sur ce plan-là, je vais dire, Kabila qui craignait une intervention des pays voisins, ou bien même des pays de la SADC, il a évité une telle chose. C'est lui, le chef de l'État, encore en fonction, le responsable pour la sécurité, bien qu'à l'est de la République, cette sécurité n'est pas toujours assurée pendant ses deux mandats, mais aussi il y a la volonté des acteurs politiques. Et c'est là il faut féliciter M. Martin Fayulu, M. Félix Tshisekedi, M. Shadari et les autres. Parce qu'il faut le dire, il y a eu moins de morts que quand il y avait les élections, le premier là, entre Jean-Pierre Mbemba qui était comme challenger, on avait vu des chars sortir en plein ville, on avait vu des récoltes, des lance-roquettes et toutes sortes de fusils, autant du côté, les chars pas du côté des MLC parce qu'ils n'en avaient pas, hein, mais ils avaient des roquettes, ils avaient d'autres fusils d'assaut, hein, des armes lourdes, des affrontements qui avaient causé beaucoup de morts, et vous connaissez la suite, Jean-Pierre Mbemba avait quitté le pays, voilà. Alors, au regard de cela, on peut dire qu'il y a une paix au pays. Et ça fait que Kabila n'est pas vraiment sous pression au niveau de la sous-région. Et c'est tout ce que la SADC demande. C'est tout ce que la SADC demande, et même, si je peux étendre cela, l'Union africaine. Mais cela ne fait pas de tout le monde content. Parce qu'il y avait des puissances, et notamment en Europe, et on ne peut pas se les cacher, qui auraient souhaité que ce soit Shadari, et même certains acteurs politiques congolais, pour que, finalement, qu'il y ait un mécontentement général, et que Kabila allait faire la répression, et à ce moment-là, on allait en venir à la force pour régler l'affaire contre Kabila, si ça allait réussir. Donc, d'une manière générale, la paix est préservée et il me semble que ça a évité des problèmes additionnels à Kabila. Autre chose, les déclarés vainqueurs, M. Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, ce n'est pas Shadari, c'est un opposant qui est à la tête du plus grand parti d'opposition du pays, et quand je dis cela, cela était vrai après les élections de 2011. Aujourd'hui, au regard des sièges obtenus par l'UDPS dans le Parlement, je ne parle pas des grands regroupements politiques, hein, de CASH, la MOUCA et puis FCC, je parle des partis politiques. Au regard du nombre de députés obtenus par l'UDPS, on peut dire que le parti a gardé sa grandeur. Et c'est un parti historique. En plus de cela, M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui avait conduit les négociations des rassemblements
lors du dialogue. Après cela, il a été le président du rassemblement. Donc, aujourd'hui, que ce soit lui vainqueur, au niveau international, on peut se dire qu'il y a alternance. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi je dis cela? C'est une alternance relative, c'est-à-dire si nous voulons comparer ça, si la communauté internationale était satisfaite du fait qu'en Angola, il y avait l'alternance, alors que nous savons, et on présentait l'Angola comme un exemple pour d'autres pays africains, et même pour Kabila, alors que nous savons que l'actuel président de l'Angola, Joao Lourenço, est membre influent, cadre, j'allais même dire cadre influent du MPLA, et que le président, l'ancien président José Eduardo dos Santos, était aussi du même parti, et du même parti jusqu'aujourd'hui. Donc, on peut se dire qu'au Congo, tout ceci, il faut mettre ça dans la perspective. Hein. C'est-à-dire il faut dans le contexte de l'Afrique, on peut se dire que l'alternance a vraiment eu lieu au Congo. C'est-à-dire si vous comparez, par exemple, au Rwanda, au Congo-Brazzaville, au Gabon, vous prenez l'Angola, vous prenez même le Botswana, vous prenez même l'Afrique du Sud, parce qu'au Botswana, l'actuel président qui est en guerre avec l'ancien, et il est issu du parti majoritaire, hein, du parti au pouvoir, au Botswana. Vous prenez en Afrique du Sud, Ramaphosa est du même parti, et que son prédécesseur, M. Jacob Zuma, ils sont tous des l'ANC. Et si vous prenez surtout dans notre zone, enfin, région, comme sous-région, comme on dit, CIRGL, les pays sont à compter où il y a eu alternance. Où c'est un opposant, hein, qui est déclaré vainqueur. Ceci fait que au niveau de la communauté internationale, et ça c'est même l'analyse de mon ami qui est basé aux États-Unis, qui est directeur dans cette ONG, qui m'a dit c'est là où ça rend les choses compliquées, même au niveau des États-Unis ici. On dit, mais écoutez, il y a eu alternance. Comme je disais hier, il y en a qui disent Bizimungu, les gens ne creusent pas pour tirer des éléments qui vont leur permettre de faire de bonnes comparaisons. Bizimungu était dans l'air père. Kagame était son vice-président. C'est différent. Rien que sur ce plan-là. Maintenant, quand tu as comparé maintenant le pouvoir de l'un et l'autre, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Alors, en parlant avec mon ami, il me dit, bon, c'est malheureux qu'il y a des contestations, mais au niveau des Américains, dans les coulisses, quand je parle américain, il ne faut pas confondre les choses. Je parle de l'administration américaine. Je ne parle pas des mouvements citoyens américains, parce que ça existe là-bas aussi. Hein. Ça vient de là. Hein. Je ne parle pas des Soros. Non, non. Je parle du pouvoir exécutif américain. Au niveau du département d'État, il y a une sorte de satisfaction. Même si elle n'est pas complète, mais il y a une satisfaction. D'abord, les élections se sont déroulées dans la paix. 2, c'est un opposant qui était, il faut le dire clairement, qui lui aussi jouissait, donc M. Félix Tshisekedi, du soutien des Américains, notamment de certains lobbies, ce n'est pas un secret, mais aussi de certains proches de Trump. Et cela était pendant qu'ils avaient fait les tickets qu'ils avaient compris aux États-Unis avec M. Moïse Katumbi. Souvenez-vous de leur voyage aux États-Unis, ils sont allés à Atlantic Council,
ils étaient reçus, aujourd'hui je peux le dire, au niveau du Conseil de sécurité des États-Unis, National Security Council, National Agency Security, quelque chose comme ça. Ils avaient rencontré les congressmen qui ont en charge les affaires étrangères au niveau de l'Afrique. Ils avaient leur soutien. Donc, le choix de M. Félix Tshisekedi satisfait quelque part l'administration américaine. Alors, avec ces résultats, je ne dis pas forcément jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va se prononcer, parce que même les Américains, ils ont pratiquement, ils attendent les résultats de la Cour constitutionnelle. Avec ces résultats provisoires, si ces résultats sont confirmés, ce qui est très probable, je peux vous dire, on a tourné une page. Pas peut-être complète, mais en tout cas, on aura tourné une page de l'histoire du Congo. Mon ami là m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est regrettable qu'il y ait des contestations, c'est regrettable que le processus électoral est chaotique et Kabila a réussi quelque part à embrouiller la traçabilité de ces processus au point que, bon, tous les résultats sont contestés. Y compris les fuites qu'on a sorties, parce que ça vient de Moïse Katumbi, c'est pas moi qui l'ai dit, les journalistes, entre guillemets, qui ont fait l'enquête, ils ont obtenu ça de Moïse Katumbi, c'est un document qu'il a distribué au chef d'État de la région, y compris la CENCO, qui n'a pas obtenu tous les résultats de la CENCO sont partiels. Donc, à ce point-là, il m'a dit, écoutez, comme il n'y a pas assez de traçabilité et que tous les résultats sont contestés, la preuve en est que dans la requête de M. Fayulu, je parle des faits, il avance 2 chiffres. Première requête, on parle de 47%. La deuxième requête qui a été déposée, en dernier lieu, on parle de plus de 60%. Donc, comme je disais, les gens s'en remettent à ce que peut-être ils ont vu des yeux, mais il n'y a pas des résultats qui pourront mettre tout le monde d'accord. C'est là que vient la nécessité de procéder au recomptage. Je venais de suivre M. Kamitatou dans un débat contradictoire, je crois que c'était sur une chaîne belge, avec un cadre de l'UDPS. La conclusion que j'ai tirée, M. Kamitatou dit, bon, comme il en est ainsi, qu'on procède au recomptage. Pourquoi? Parce que, même au niveau de la Mouka, ils n'ont pas de chiffres fixes. Ce qui rend moins crédible les résultats, je dis la victoire qu'ils sont en train de revendiquer. Moi, je ne suis pas dans les polémiques, je parle des faits. Même l'Église catholique reconnaît qu'elle n'avait que des résultats partiels, il faut le dire, qui donnaient Martin Fayulu vainqueur, ces résultats partiels, et qu'ils ont projetés. Dans cette projection, ça peut tomber juste, mais ils peuvent aussi se tromper. Ça peut ne pas tomber juste. Alors, devant cette situation, si je dois un peu extrapoler, ça met la communauté internationale dans une position de dire, bon, tant mieux, Kabila n'est pas là, Chadari non plus n'est pas là. Parce que Kabila aurait pu faire comme en Angola, qu'on le veut ou pas, même si Lorenzo aujourd'hui, il s'attaque au clan d'Edouard José Eduardo, qui ont, il faut le dire, détourné
beaucoup d'argent, y compris la femme des syndicats de Colo, qui ne peuvent pas mettre leurs pieds pour le moment en Angola, à moins qu'ils aient affronté la justice. Et bien que l'autre a changé de position, Lorenzo, mais on le sait que c'était le dauphin de José Eduardo dos Santos. Ils ont utilisé le moyen de l'État angolais pour le faire élire. Ce qui n'est pas le cas au Congo. Mais est-ce que au Congo, c'est parfait? Non, pas du tout. Pas du tout. Et mon ami me dira, au Congo, les alternances complètes, radicales sont rares, à moins d'une révolution. Plutôt, qu'est-ce que je dis? En Afrique, à moins d'une révolution. Ou bien une rébellion qui vient carrément balayer un pouvoir en place. Mais là, ce n'est pas, quand on a une rébellion comme ça, ce n'est pas une alternance démocratique, ce n'est pas par la voie des urnes. Là, c'est un coup de force ou bien un coup d'État. Là non plus, ce n'est pas de la démocratie. Donc, en Afrique, les alternances où un opposant devient président à la place d'un président qui a fait plusieurs années sont très rares. Vous n'avez qu'à regarder, comme on dit, les records, les archives pour voir qu'ils sont très rares. Si nous en sommes arrivés là, il y a eu le peuple, il y a eu l'opposition, la société civile, il y a surtout la communauté internationale, mais aussi l'élément central, c'est l'enjeu économique. Le fait que les Chinois se sont emparés jusque-là de la grande partie de la production de cobalt, les Américains, principalement, qu'il faut le dire, sont dans une guerre économique sans merci contre la Chine. Pour eux, ça leur satisfait que ça ne soit pas Kabila, parce qu'après tout, c'est sous son mandat que la Chine a obtenu cet avantage par rapport au marché des cobalt. Donc, voilà ce que je peux dire de la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU et aussi du communiqué du gouvernement américain. Ça fait quelques heures qu'ils ont publié ça. Bon, et de l'entretien que j'ai eu à gauche et à droite avec des gens qui sont plus ou moins informés. Donc, au niveau d'Addis Abeba, probablement, on va inviter les uns et les autres à préserver la paix, ça on connaît, et on va chercher à pousser M. Félix Tshisekedi à faire preuve d'ouverture, d'autant plus que il y a déjà M. Kyungu, M. Christian Mwando ont déjà donné les tons. On parle, je n'ai pas encore de preuves par rapport à ça, de preuves définitives. Alors, on parle de M. comment il s'appelle, Ewanga, qui aurait quitté la Mouka pour se positionner par rapport à une plateforme qui serait en train de se mettre en place. Voilà. Alors, je crois qu'on va demander qu'il y ait une ouverture du côté du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Alors, moi, personnellement, comme je l'ai dit hier, une telle négociation est à souhaiter. Pourquoi? Parce que si nous allons, s'il y a négociation pour qu'il y ait ouverture, et il est fort probable que le Premier ministre vienne de la Mouka, parce que c'est la Mouka qui conteste les résultats. Ou alors, on aura un Premier ministre qui viendra du FCC, mais qui sera flanqué de ministres d'État, de vice-premiers ministres, au niveau des ministères stratégiques, par des gens de la Mouka et du Cash. Comme ça, ça va quelque part diminuer l'influence du FCC,
qui, en principe, si les choses restent dans l'état où elles sont, le FCC aura un premier ministre qui sera quand même, qui va jouir de tous les pleins pouvoirs prévus dans la Constitution. Donc, ces négociations sont à souhaiter et je pense, c'est pour cela, Martin Fayulu et M. Félix Tshisekedi, quand ils ont parlé au téléphone avec le président zambien, tous deux étaient d'accord de suivre la voie des négociations. Parce qu'il faut les, soyons réalistes, en tout cas, si la Cour constitutionnelle proclame la victoire de Martin Fayulu, ça serait un miracle. Hein? Je ne dis pas qu'il a gagné, je ne dis pas qu'il a perdu, mais comme je dis, c'est des résultats provisoires. Je ne vois pas la Cour constitutionnelle contredire les résultats de la CENI. C'est pour cela il est souhaitable qu'il parle. Bon, quand les gens sont devant les médias, ils ont un langage. C'est pour cela, les communs des mortels, lui, alors que pendant que nous parlons ici, il y a des négociations qui sont, des pourparlers qui sont en gestation entre Lamuka et Kash. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kyungu. Maintenant, toi, quand tu viens sur Facebook, au nom de Fayulu, tu insultes les gens, au nom de Félix Tshisekedi, tu insultes des gens, mais est-ce que tu sais qu'il y a des pourparlers? Donc, tu es royaliste plus que le roi. Mais est-ce que tu sais que, donc, il y a des contacts? Quand tu vas tuer les gens parce qu'ils sont originaires de la même province de l'un des candidats, pour les cas d'exemple ici, parce qu'ils sont originaires du Kasaï, d'où vient M. Félix Tshisekedi, mais est-ce que tu comprends que Lamuka est en contact avec Kash? Et je me dis, dans ces contacts, ils seront alliés. Pourquoi? Parce que maintenant, là, il est difficile à M. Kabila et à sa famille politique, y compris la CENI, de remettre totalement en cause la victoire de M. Félix Tshisekedi. Mais les résultats des élections au niveau de la députation nationale et provinciale, c'est à leur avantage. Donc, y compris Kash et Lamuka ne sont pas contents de ces résultats. Parce qu'au finish, Lamuka n'était qu'une plateforme pour les élections présidentielles, pas pour législatives. Ensemble à ses députés, MLC à ses députés et tous les autres partis. Donc, il est souhaitable que de telles négociations puissent aboutir entre Lamuka et comme ça va diminuer le poids parce qu'on aura finalement un gouvernement qui ne va pas nécessairement refléter le poids que les FCC tirent des résultats publiés par la CENI. Alors la question reste, est-ce que la communauté internationale sera en mesure d'imposer un tel deal au FCC? Je crois que, vu la position où se trouve Kabila, il a fait une interview sur Jeune Afrique, mais jusque-là, je parlais avec un ami qui est abonné à Jeune Afrique, donc qui paye une affaire, si c'est de 10 €, je ne sais pas moi, qui m'a parlé, il m'a dit, on sent un Joseph très ouvert, conciliant. Donc tout cela traduit la position faible sur le plan vis-à-vis des partenaires extérieurs, parce que entre lui et l'Europe, comme on dit, comme disent les mots, hein? Et les seuls, au niveau de l'Occident, les seuls alliés, entre guillemets, qui restent pour Joseph, c'est les États-Unis. Et là, c'est dans le cadre de l'alternance. Les Américains ne se cachaient pas, ils disaient, s'il y a alternance, s'il y a transfert pacifique de pouvoir, eh bien, nous allons te reconnaître comme un grand homme. Et je suis en train d'emprunter le propos de M. Pitafam, qui est l'envoyé spécial des États-Unis. C'est pour cela, vous voyez, les États-Unis
ont félicité M. Joseph Kabila. Je dis bien les États-Unis. Ils l'ont félicité. Bon, maintenant, quand un opposant le fait, je me dis, bon, quand un opposant le fait, ça choque. Mais quand les États-Unis le disent, les Congolais, ça ne choque pas. Mais quand un opposant le fait, je me dis, alors, il s'aligne sur la position des États-Unis, et ce qui me réconforte dans mon analyse, c'est qu'il est très proche des Américains. Mais évidemment, chez les Congolais, ça choque. Mais ça rentre dans la logique de ce que voulaient les Américains. Ça, c'est clair. Parce que d'après mes informations, les contacts dont vous avez entendu parler entre FCC et la Mouka, je dis bien d'après mes sources très sûres, d'ailleurs, quand il y avait encore la demande pour qu'il y ait de tels contacts, j'étais informé qu'il y avait une telle demande. D'après mes informations, ces contacts étaient encouragés par l'ambassade des États-Unis au Congo. Et les Sud-Africains aussi encourageaient ces contacts. Donc, quand on prend les choses seulement en surface, eh bien, vous savez, les États, quand il faut faire des déclarations publiques, parfois il y a beaucoup d'hypocrisie. Ce qu'on appelle la diplomatie, là, c'est, en fait, on dit une chose, mais en dessous, ce qu'on dit là, peut-être ne reflète pas ce qu'on dit dans les coulisses totalement. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Le monde entre les États, c'est des rapports de force. Je crois que les choses vont arriver à une sorte, si pas un gouvernement d'union nationale, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères zambien, il a fini par dire qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement d'union nationale, mais le président zambien avait demandé, suggéré à M. Félix Tshisekedi s'il pouvait inclure dans son gouvernement le Jean de la Mouka. Je voudrais ajouter la déclaration, maintenant j'en viens à ce que les gens disent que ça sera un président sans pouvoir, Bizimungu. D'abord, je vous ai dit, ce n'est pas dans le même contexte. Bizimungu est arrivé au pouvoir, pas élu. C'est parce que l'AFPER avait gagné la guerre, une guerre très sanglante. C'est le premier élément. Alors, les tweets de M. Herman Cohen, que moi, personnellement, je considère beaucoup. Hier, j'ai eu une discussion avec un compatriote qui est de d'IMLC, j'imagine, parce que c'est sur la page Facebook, c'est Dynamique Mbemba. C'était courtois, hein, il n'y a pas eu d'insulte. C'est un monsieur qui, je crois, comment dirais-je, il connaît aussi certaines choses. Les tweets de M. Herman Cohen, que moi je considère comme les Jacques Foccart américains. Jacques Foccart, pour la petite histoire, c'était le monsieur France-Afrique, hein, qui avait commencé avec De Gaulle, avec d'autres chefs de l'État. Alors, moi je considère l'équivalent de Jacques Foccart aux États-Unis, c'est M. Herman Cohen. Et il n'y a aucun diplomate américain actif ou qui est à la retraite qui connaît si bien l'Afrique, les dirigeants, comme M. Herman Cohen. Il a travaillé avec des républicains. D'abord, il était ambassadeur en poste dans les pays africains. Ensuite, il a travaillé comme sous-secrétaire d'État américain avec un président républicain et avec un président démocrate. Hein, dans les deux, je ne sais pas qui était avant, mais ça c'est un fait. Aujourd'hui, c'est un lobbyiste. Mais en dehors du fait qu'il est lobbyiste, c'est un expert qui est toujours consulté par les départements d'État. Il a pris part, et le Congo, c'est un pays qu'il connaît, disons les acteurs. En disant cela, je ne dis pas qu'il est bon, qu'il est mauvais, non. Je dis le Congo, c'est un pays qu'il connaît très bien.
il a, non seulement le Congo, certains pays voisins du Congo, il a été impliqué. Par exemple, en Angola, il a joué un grand rôle en Angola. Le Congo, c'est un pays qu'il connaît très bien, il connaît les acteurs, vous savez. Lui et Mobutu s'appelaient amis, hein. Il était pratiquement l'ami de Mobutu. Alors, messieurs, les tweets de ces messieurs, par rapport, je ne sais pas comment, il réagissait à un article de New York Times qui disait que Félix Tshisekedi n'aura pas de pouvoir. D'abord, c'est faux. Sur le plan constitutionnel, ce n'est pas vrai. Sur le plan constitutionnel, le président de la République a un pouvoir. Même si il n'a pas la majorité au Parlement, il a le pouvoir qui lui sont reconnus par la Constitution. Mais quand il n'a pas la majorité au Parlement, il est obligé de partager les pouvoirs exécutifs avec le Premier ministre. D'abord, le Premier ministre, c'est lui qui les nomme. Il peut aussi les révoquer. C'est ce que les gens ne savent pas. Il peut les révoquer. Mais il ne peut pas nommer un Premier ministre de sa famille politique qui est minoritaire. Donc, on pourrait assister un peu à ce que faisait Kabila. Présentez-moi 3 noms. M. Félix Tshisekedi peut le faire vis-à-vis du FCC. Et c'est là encore si le FCC reste intact. Si les négociations n'aboutissent pas à modifier complètement les rapports de force au niveau du gouvernement. Non seulement ça, il est impliqué. C'est lui le premier diplomate du pays. Moi, ça me fait mal. Ce n'est pas pour prendre parti. Les gens ne se donnent pas le temps de lire la Constitution. Cette Constitution a le mérite de ne pas donner tous les pouvoirs exécutifs au président de la République. Parce qu'on ne voulait pas fabriquer des hommes forts. Malheureusement, dans la pratique, Kabila était un homme fort. C'est lui le premier diplomate du pays. Les ambassadeurs, comme à l'accoutumée dans la diplomatie, sont accrédités auprès du président de la République. Autre chose, c'est lui le commandant. J'ai vu quelqu'un publier un truc, j'ai dit, mais qu'on arrête. C'est pour cela que parfois, nous opposons nos frères, tout ça, qui n'ont pas peut-être la connaissance de la chose. On dit chef d'état-major FCC. Peut-être dans la pratique. Mais dans la réalité, dans la Constitution, l'armée est apolitique. La police est apolitique. C'est lui le commandant suprême des forces armées, j'allais dire zaïroises, phase, congolaises. C'est l'homme qui déclare la guerre, c'est l'homme qui déclare l'état d'urgence, c'est lui, ça relève de lui. Et mon frère de Dynamique Mbemba, pour répliquer à ce que je disais, il avait pris certaines dispositions de la Constitution, il les postait. Tout ça, je savais quand je parlais de ça. Il y a des domaines de collaboration, bien sûr. L'exécutif, c'est un corps qui a 2 têtes. Il a le pouvoir aussi comme on dit, de mettre les bâtons dans les roues du Premier ministre, même s'il est du FCC. Non seulement ça, il a un pouvoir énorme parce qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Bien sûr, cela s'entend que ce n'est pas plein pouvoir. Mais dire Bizimungu, écoutez, quand on est intellectuel, il faut faire un effort d'objectivité quand même. C'est pas vrai. C'est malheureux que, j'ai vu même un frère parfois qui fait des analyses que je suis, il verse dans cela, je dis, mais est-ce que nous en sommes? Alors, au-delà de cela, parce que c'était élection, je disais que l'amour est plutôt cash.
pouvait avoir une majorité, parce qu'il s'agit là des élections. S'il s'avère que réellement, FCC, qu'est-ce que je dis? FCC, ces députés sont passés, ont été élus à la régulière. Mais ça reflète la volonté du peuple. On doit respecter cela. J'ai dit s'il s'avère, hein, parce qu'il y a des contestations. C'est aussi ça, les jeux démocratiques. C'est aussi ça, respecter la Constitution. Nous avons aujourd'hui dans des pays de l'Occident, on voit l'extrême droite, des mouvements et des partis d'extrême droite commencent à gagner des élections au niveau du Parlement, même au Brésil, le président qui est passé, il est étiqueté comme quelqu'un d'extrême droite. Mais il n'y a pas si longtemps, ces mouvements étaient au bain pratiquement. Mais quand le peuple fait le choix, vous faites quoi si vous êtes démocrate? Vous acceptez parce que c'est le choix du peuple. C'est à vous de réajuster vos politiques. C'est à vous de considérer le message qui transparaît à partir de ce choix fait par le peuple. Je ne dis pas que c'est le cas au Congo, mais s'il s'avère que ces gens ont gagné réellement des élections à la régulière, on doit s'incliner. Au nom de quoi on va leur refuser de siéger au Parlement, tout simplement parce qu'ils sont d'IFCC. Alors dans ces cas-là, ça ne doit pas être la démocratie, on doit faire un coup de force. Alors quand on dit cela, on se limite seulement à appliquer cela, mais c'est à supposer que la Cour suprême, qu'est-ce que j'ai dit, la Cour constitutionnelle, déclare au finish que c'est M. Fayoulou qui a gagné. Mais il fera face à cette réalité. Quand on est de l'Amouka, on ne dit pas ça, c'est de l'hypocrisie. Et je vous recommande l'émission d'un expert hein, qui est passé sur la voie de l'Amérique, il a dit, mais non, ceux qui disent de cela de M. Félix Tshisekedi, comme j'ai entendu M. Kamita en train de dire, mais pendant qu'ils sont en train de contester les résultats présidentiels, et surtout que leur fuite s'est limitée seulement aux élections, aux résultats des élections présidentielles. Parce que je me demande, l'enquête c'était seulement autour des résultats présidentiels, pas des législatives. S'il arrive qu'on considère ces fuites-là, et que finalement ça conduit à la victoire de M. Fayoulou, mais il va faire face à la même réalité. Va-t-on continuer à l'appeler aussi Bizimungu? J'ai entendu beaucoup d'analystes, même des anciens patrons de services de renseignement. J'ai dit, mais écoutez, quand on a été à un certain niveau de l'État, quand on parle au public, on se doit d'être objectif. Quand on se dit intellectuel, je vois des amis qui se disent experts en sécurité, en machin, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Ça devient partisan. Nous ne pouvons pas tous être partisans. C'est malheureux et c'est pour cela, nos compatriotes qui sont dans la diaspora, et qui peut-être n'ont pas la même capacité d'analyse, la même connaissance, nous les induisons en erreur, et nous en venons maintenant à des discours discriminatoires les uns contre les autres. Ça devient un débat ethnique, alors que c'est un problème politique. C'est pour cela qu'il y a la violence, c'est pour cela qu'il y a même l'intolérance. J'entends des gens qui passent. Je suis entré, en tout cas ces jours ici, je vais appeler les médias internationaux pour demander les débats avec quelqu'un de Cash, quelqu'un de l'Amouka. S'ils vont me permettre. Parce que même ces médias, parfois quand vous demandez comme ça, j'avais fait une fois une déclaration sur RFI. Il y a quelques années, cela n'avait rien à voir avec ces élections. Il m'appelait souvent, RFI m'appelait, je dis bien, il me sollicitait, j'intervenais. Mais une fois, j'ai fait une déclaration. Parce que là, quelle est la réalité quand on vous appelle, par exemple, pour participer à l'appel sur l'actualité? Il vous demande d'abord d'intervenir. Hein.
off. C'est pour vous entendre. Et s'ils ne sont pas d'accord avec vos interventions, ils ne vont pas vous appeler. Hein. Il y a des gens à qui on donne des plateaux, hein, La Voix de l'Amérique, hein, de RFI, je ne sais pas, France 24, qui viennent désinformer. Les gens des partis politiques, je comprends. Même s'ils sont intellectuels, ils doivent suivre la ligne de leur parti politique. Mais quand on s'appelle analyste, venir raconter des histoires qui parfois même c'est beaucoup plus partisan que les membres des partis politiques, je me dis, mais nous perdons la tête. Nous perdons la tête. Alors j'étais en train de dire que M. Cohen, bon, il peut parler en tant que lobbyiste aussi, hein, ça il ne faut pas oublier, il a deux casquettes. Mais il y a des moments où il intervient en tant qu'analyste. Analyste ou bien expert qui a, parce que nous avons des sortes d'analystes. Nous avons, j'allais même pour dire des vrais analystes. Il y en a qui ont une expérience. Donc, l'expérience l'a rendu analyste, expert, mais il y en a d'autres, c'est des théoriciens, tout simplement. Il n'a jamais été sur le champ, mais il regarde les choses, il analyse, c'est tout. C'est malheureux que tout le monde, même les analystes, il y en a même, c'est maintenant connu qu'ils ne sont pas analystes. Un ami m'a appelé hier du Canada. Cet ami, je le connais depuis plus de 2 décennies. Jamais j'ai eu une discussion politique avec lui. Jamais. Hier, il m'appelle, directement, il commence à chercher à me donner des leçons sur les analyses politiques. Je lui dis, arrête. Ça vient d'où? Depuis quand que toi, je dis non, je ne peux pas. Moi, je suis dans la chose, ça fait belle lurette. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui commencer, toi, à m'expliquer ce qui se passe. L'honnêteté aurait voulu que tu me demandes, moi. Parce que je te connais. Et même des gens qui devraient, des activistes et tout ça, on m'avait envoyé un draft d'un communiqué, je ne vais pas citer la source, d'un communiqué qui est sorti. Hein, on m'a envoyé les drafts, j'ai regardé, j'ai dit, bon voilà, ici vous avez des gens qui se réclament de la société civile, mais regardez cette phrase ici, regardez ce paragraphe, ça ressemble à telle plateforme. J'ai dit à cet ami, ne t'engage pas, ne signe pas cette histoire. Et ce n'est pas rien d'autre. Les gars avec qui je parlais aux États-Unis, il n'est pas de notre pays. Hein. Il est à la tête d'une grande organisation. Moi, je suis allé là-bas en 2017. Et beaucoup de politiciens passent par là. Hein. Ça a été créé suite à un acte voté à la Chambre des représentants, au Sénat. C'est financé par les départements d'État. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ce qui est malheureux. Parce qu'il finance aussi beaucoup des activistes que vous voyez de la société civile, même des partis politiques, cette organisation-là. Il m'a dit ce qui est malheureux, c'est qu'il connaît très bien Félix Tshisekedi, il connaît très bien Martin Fayulu. Et eux le connaissent. Il m'a dit ce qui est malheureux, même les acteurs de la société civile, ils sont divisés. Quand nous les approchons, il y en a soit qui sont proches de la Mouka, d'autres d'IFCC, d'autres de Cash. Donc l'esprit partisan chez nous est dominant. Au point que quand les gens disent les choses sur base des faits, parce que les gens sont partisans, ils te jugent en fonction de ce qu'eux ils sont. C'est pour cela que moi j'ai toujours eu mal. J'ai dit, quel jour nous aurons une société civile forte qui va s'imposer vis-à-vis des Cash, des quoi, de la Mouka, des FCC.
Malheureusement, même dans la CENCO, moi je ne vais pas parler des choses en l'air. Hein. J'ai des éléments. Je ne dis pas tout le monde dans la CENCO, mais il y a des prêtres qui sont proches de tel ou tel autre. C'est malheureux. Alors que notre démocratie bénéficierait si aux États-Unis, il y a une société civile, il y a des grands partis, mais quand la société civile s'élève, elle s'impose. Elle peut imposer les rythmes à ces deux grands partis. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je sais qu'il fait tard pour beaucoup d'entre vous, mais attendons-nous à un gouvernement d'union, à moins qu'il y ait un coup de force, je ne sais pas, ce qui est en tout cas pas très probable. Ceux qui en avaient les velléités, je crois ils ont été découragés. Je sais que, pas je crois, je sais qu'ils ont été découragés. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette analyse d'aujourd'hui. Je vais prendre des commentaires comme d'habitude. Apparemment, il y a des questions. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. Sabrampo, il dit le Congolais peuple a choisi son président plutôt étant confirmation de son choix pour les candidats malheureux de la rendez-vous dans 5 ans si Dieu nous prête vie. Point de vue, une opinion. Salut mon frère anglo-congo, ça c'est Bruno Boula. Bon, les salutations, je vous réponds en collectif, excusez-moi, c'est un problème de temps. Bonjour et bonsoir à tout le monde qui m'a salué. El Kouri Kingoudi dit bonsoir anglo-congo, quelle est la position de l'Angola? Je crois El Kouri, j'ai répondu à ça. Enfin, quand j'ai parlé là, donc vous devez trouver un élément de réponse là-dedans. L'Angola, sa préoccupation, c'était la stabilité. Donc, les Congos n'entrent pas dans l'instabilité parce que ça va sérieusement affecter la stabilité de l'Angola. Et l'Angola en était arrivé même à masser de troupes à certaines distances de frontières avec eux. Et aujourd'hui, avec les climats qui prévaut en RDC, l'Angola doit être en tout cas satisfait parce que il n'y a pas de troubles de nature à perturber la stabilité au niveau de la sous-région. Voilà. Et surtout que, il faut le dire, l'Angola n'est pas un pays. C'est vrai qu'il y a eu Neto, il y a eu Dos Santos, maintenant nous avons Lourenço. C'est des transferts de pouvoir pacifiques, mais ce ne sont pas des alternances. Parce que c'est toujours un MPLA qui est au pouvoir. C'est très important de prendre en compte les contextes africains. Il n'est pas bon, mais c'est ça la réalité. Oui, Maman Rose, vous êtes en retard, vous allez certainement récupérer. C'est un honneur. Permettez que je signale ça. Notre compatriote Roger Moutou, journaliste à la Voix de l'Amérique, il est branché, c'est un honneur pour moi. Mais je continue d'attendre ton service. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, ça c'est André Kams. Il dit bonjour, monsieur Anglo-Congo. Dans le monde entier, je n'ai jamais entendu un pays être tous d'accord au résultat des élections, surtout présidentielles. Donc, il y a toujours des contestations. C'est ce qui fait mal. Et nous, en Afrique, généralement, nous nous emballons en violence d'une façon inhumaine. Vous avez vu aussi aux États-Unis, l'élection de Trump a été aussi contestée. Nous aussi au Congo, les richesses que nous avons, ceux qui font que le monde se tiraille sur le partage selon l'accord du nouveau président. À nous maintenant, peuple congolais, de revenir en soi pour avoir d'abord l'amour de notre patrimoine. Là, nous n'allons pas nous tuer de nous-mêmes. Bref, notre problème est l'unité entre les Congolais.
C'est un conseil que notre frère donne en donnant des exemples. Merci beaucoup. Mais tout de suite, je dois dire que les contestations ne sont pas mauvaises. Martin Fayulu, c'est de son droit d'aller contester s'il estime que les résultats issus des urnes ne correspondent pas aux résultats dont il dispose des preuves, dont il devrait disposer des preuves. Hein? Par rapport au récomptage, comme j'avais dit, bon, on ne connaît pas tout. J'avais demandé à un juriste, il m'a dit, le récomptage ne peut avoir lieu que si Martin Fayulu produit le PV bureau par bureau, hein, pour montrer que les résultats à sa disposition sur base des PV prouvent que c'est lui le vainqueur et non M. Félix Tshisekedi, comme l'a dit la CENI. C'est à ce moment-là que la Cour constitutionnelle pourra dire « Ah non, là, on est en face des évidences, donc l'une doit être fausse. » C'est comme ça qu'on pourra dire « Bon, procédons au récomptage bureau par bureau. » Mais quand on vient avec les résultats d'une mission d'observation, non. La mission d'observation ne conteste pas les résultats. Elle se limite à observer, comme le dit le mot, le déroulement du processus électoral et fait son rapport. Sinon, les centres Carter avaient fait un rapport, l'Union européenne, aux élections de 2016. Qu'est-ce que cela avait produit? Est-ce que sur le plan international, on en avait demandé un récomptage? Pas du tout. Et surtout qu'en ce moment-là, ils étaient présents. Il n'y a que les PV, la copie des PV dont doivent disposer les témoins de chaque candidat qui compte pour le candidat. S'il n'est pas d'accord, il vient pièce par pièce, il prouve à la Cour constitutionnelle, voilà, j'ai des éléments. Mais non, quand vous n'en avez pas, non, on ne fait pas les récomptages, d'après ces juristes. Parce que vous n'avez pas contredit suffisamment les résultats. Semble-t-il, il y a un principe de droit, c'est lui qui accuse, il doit d'abord, lui, donner des preuves que son accusation est fondée. Voilà, donc, à ce niveau-là, bon, cela suscite parfois des réactions. Je comprends, cela ne peut ne pas aller dans le sens que l'on souhaite, surtout qu'il n'y a pas eu, les processus n'étaient pas assez transparents. La personne qu'il faut surtout blâmer ici, c'est la CENI et Corneille Nangaa. Et le pouvoir peut être en place. C'est ce que je vais dire. Donc sans un nombre suffisant de PV, la contestation ne sera pas efficace au point d'amener qu'on puisse compter. La seule chose, d'ailleurs cet ami-là m'a dit, écoutez, si on n'est pas d'accord, on boycotte carrément, on devrait boycotter. On s'est engagé avec machine à voter. On est allé jusqu'au bout, et bien, on a signé finalement les communiqués, parce que finalement, il y a le code de bonne conduite, donc on s'est engagé à la publication des résultats pour les accepter. Au cas où on n'est pas d'accord, on va contester de manière légale, c'est ce qui est en train d'être fait. Au-delà, si la Cour constitutionnelle dit que M. Fayulu a gagné, tant mieux, mais s'il dit qu'il a perdu, tant mieux parce que lui s'est engagé. Il s'est engagé qu'il va suivre la voie légale. Maintenant, les restes là, nous devons être conséquents. Ça aurait été mieux qu'ils ne s'engagent pas, qu'ils boycottent, parce qu'au début, leur langage, c'était les boycotts. Allez, Dedem Kadi dit quoi? Herman Cohen est comme un prophète, tout ce qu'il écrit, dit, se réalise comme l'eau des roches. Le voir afficher une préférence claire pour Fachi, mais laisse dubitatif dans le sens où, lorsqu'il était en activité, Tshisekedi n'était pas son chouchou,
un mot sur cette pensée. Oui, tu es d'accord? Pendant, enfin, moi, les confidences que j'ai, je vous dis que c'était un ami de Mobutu. Et c'est lui-même qui l'a dit. J'ai eu Cohen au téléphone, il m'avait invité pour qu'on partage un café. Malheureusement, quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas de moyen de transport, donc je dépendais de quelqu'un d'autre. Je connais pas très bien Washington, mais j'ai gardé contact par une personne intermédiaire. Et Herman Cohen ne s'en cache pas que Mobutu était son ami. Et c'est vrai que Herman Cohen faisait les lobbying contre M. Tshisekedi. D'après mes informations, parce que tout le monde le voit, hein, donc je peux citer Fayoulou, Kamere, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, et ils ne le voient pas parce que sa vieillesse les intéresse. Ils le voient parce qu'ils savent. Ça m'étonne quand quelqu'un dit « Ah non, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai dit à mon ami de Dynamique que non, il a joué un rôle pour la libération de Jean-Pierre. Il m'a dit, c'est pas vrai, c'est une petite lettre qu'il a écrite il y a quelques jours, mais c'est pas vrai aussi. Moi, j'ai la copie de la lettre d'Herman Cohen, écrite une année avant, demandant la libération de Jean-Pierre Bemba. La toute dernière, c'était la deuxième. Et les contacts qui étaient pris avec le membre des familles de Jean-Pierre. Je ne peux pas citer ma source, mais je suis au courant. Donc aujourd'hui, parce que, et combien de fois, combien de coups de fil n'a-t-il pas reçu de tous ces acteurs pendant Genève? Il y a eu même un émisseur de Fayoulou qui est allé voir Cohen chez lui à la maison. Après la publication des résultats. Bon, aujourd'hui, parce que son tweet n'arrange pas, hein, et puis on dit, bon, il ne représente rien. Mais pourquoi on va le voir? Peut-on payer son billet, aller aux États-Unis et aller le voir s'il ne représente rien? Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Il fut un grand ami à Mobutu. C'est un retournement que, aujourd'hui, qu'il appuie les fils de Tshisekedi, entre guillemets, qu'il combattait. C'est un grand retournement. Et d'après mes confidences, les deux contacts, les deux entretiens que j'ai eu vent de ça, qu'il avait avec M. Félix Tshisekedi, il était impressionné. Il était très... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui racontent, mais il y a un cadre de la Mouka, pas de moindre, un cadre intellectuel de pointe, un avocat, un politicien, M. Lutundu là. Quand je dis Cohen était impressionné par M. Félix Tshisekedi, son analyse de la situation politique, mais je prends l'exemple de Lutundu là, il passe sur Top Congo, quand il dit que ces garçons-là, ça c'est après Genève, on lui dit, mais pourquoi vous dites garçon? Il dit non, c'est par affection, quoi. Hein. Il dit, bon, d'abord, on a ça, mon colonaillé, hein. Ensuite, c'est par affection. Il dit, j'ai eu à travailler avec lui pendant les dialogues. Parce que le Tundu, là, était au dialogue. J'ai eu à travailler avec lui pendant les dialogues étroitement. Il dit, c'est un garçon bien poli. Et il ajoute, la vidéo existe, il ajoute, un garçon bien formé, méfiez-vous de ce que les gens racontent dans la presse. Ça, c'est Lutundu là, on parle. Christophe Lutundu. Et c'est après Genève. Donc, moi je l'ai rencontré aussi, j'étais très impressionné. Je me suis dit, bon, quand il m'a fait la lecture de la situation politique, j'ai rencontré Martin Fayoulou. Ce que les gens racontent, c'est de loin. Il faut rencontrer les gens, parler avec eux. Même Joseph Kabila, aller dans l'interview avec Al Jazeera, avec une chaîne chinoise. J'étais très... J'ai appelé un ami, j'ai dit, oh,
qui parle bien anglais, il fait une analyse, bon, je ne dis pas vraie, mais cohérente, une lecture cohérente, plus que même certains dirigeants de l'opposition. J'étais très étonné. Donc, il y a des gens que nous voyons de loin, c'est pour ça qu'on s'étonne, quelqu'un va là-bas, on les reçoit. On doit se remettre en cause de l'opinion qu'on a sur les gens. Donc, c'était un grand retournement et voilà, c'est tout ce que je peux en dire sans entrer dans le détail. Certains des gens que vous avez des responsables au département d'État, il y en a qui venaient là au département d'État comme stagiaires ou bien qu'on a embauché quand Cohen était le patron concernant l'Afrique. Donc, il y a encore du personnel là-bas qui les consulte. Et je vous épargne de vous donner les surnoms qu'on lui a donnés. Alors, tout le monde le voit, hein, donc voilà, j'en étais où là, parce que là, je perds un peu la page. Et je peux vous informer même. Hein, il y en a qui vont le voir, qui plaident dans leur faveur auprès de tel, pour que, soit qu'il ait une position au pays. Hein, pour qu'on plaide, bon voilà. Joseph Kabila est allé, je crois c'était en 2017 ou 2016, il rencontre des grands lobbyistes là-bas aux États-Unis parce qu'il en a pratiquement les meilleurs là-bas. Hein. Mais il était à rencontrer Cohen. Et c'est un hasard. Merci beaucoup, c'était l'Acadie. Donc, je continue. MK, il dit, l'FCC n'est ni un parti politique, ni un regroupement politique. Donc, l'article 178 de la Constitution, président nomme un informateur pour dégager une majorité. Kamere sera cet informateur pour les prochains PA. Bon, si on s'en tient à la logique des partis politiques, mais non, la Constitution parle des familles politiques. La Constitution parle des familles politiques. En 2007, Mbutamuntu Dizenga était nommé Premier ministre, d'abord informateur, ensuite Premier ministre. Son parti, les Palous, n'avait pas la majorité au Parlement. D'ailleurs, son parti avait obtenu moins de sièges de députés que le MLC qui était en ce moment-là dans la position de leadership de l'opposition. Parce que le MLC avait plus de députés que tous les autres partis politiques de l'opposition. L'UDPS n'était pas partie prenante dans ces élections. Donc, mais comme il était en alliance avec les camps Kabila, le PPRD avait préféré que ce soit lui qui soit l'informateur. Ça, c'était un arrangement privé. Et le président de la République avait désigné informateur ensuite comme Premier ministre. Donc, voilà, pour répondre, ça ne repose pas sur le fait d'un parti politique. Non. La famille politique. Logiquement, ça sera, je dis bien logiquement, ça sera un premier ministre issu du FCC. Ce n'est pas un parti politique, MK, je le sais, mais si c'est pris comme famille politique, le premier ministre viendra de là. André Kams, il dit, Monsieur Anglo-Congo, je ne suis pas avocat de cash, mais je vous dirais que c'est les gens de la Mouka qui injurient comme du jamais vu. Monsieur Faïlou est présenté à la Cour avec plusieurs requêtes. Et sur ces requêtes, sans pièces de témoignage, nécessairement, selon des analyses, il serait mieux de pourparler pour prévenir, je crois que tu voulais dire, préserver la paix dans le pays. Le peuple congolais a souvent, tu voulais dire, il doit vivre heureux chez soi. Je crois que c'est le plus important. Il faut les encourager dans ce sens-là. Ça dépend de leur volonté, mais il y a déjà des pourparlers. Ils ne nous ont pas attendus pour que nous puissions leur donner le conseil d'aller, méfiez-vous des déclarations en public.
Si le président Zambien n'avait rien dit, on ne saurait pas que Fayoulou et Félix Tshisekedi ont accepté les principes de prendre l'angle pour voir comment faire une ouverture au niveau du gouvernement. Allez. Oscar Mutombo Sosa dit, par exemple, Fabien Koussonika, je ne veux pas émettre des jugements là-dessus. Lui fait l'actualité expliquée, moi je fais l'analyse. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Dedem Kaka dit, l'élection de Fachi est comme un Brexit à la congolaise. Les mêmes Français et Belges voulaient aussi nier cette évidence du vote du peuple anglais. Pourrions-nous un jour nous affranchir de cet esclavagisme psychologique qui tend à nous faire accepter tout ce que les Franco-Belges nous balancent à distance? TV5, RFI, France 24, RTBF, je pense qu'il est temps que Cash monte entre nous pour prouver que la vérité des urnes est de leur côté. Les élucubrations de la Mouka tapent à l'œil et nous en sommes saturés. Bon, la politique s'accompagne du lobbying, de la communication, du marketing, tout ça, machin. Et de ce côté-là, la Mouka fait un grand travail qu'il faut reconnaître. Mais maintenant, reste à savoir si c'est fait sur base de vérité. Donc, comme vous dites, eh ben, Cash devrait aussi déployer ses machines pour, apparemment, il commence à se ressaisir. On voit de plus en plus de débats. Voilà. Alors, quant aux chaînes internationales, écoutez, surtout des chaînes telles que RFI. Je parle ici sous contrôle de certains journalistes qui sont branchés. Il y a des chaînes qui avaient été créées dans le cadre de la guerre froide. Donc, pour dire vrai, c'est surtout de la propagande. Ça obéit aux intérêts d'un pays. C'est pour conditionner l'opinion publique de certains pays, surtout des populations des pays colonisés. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Je crois que oui, oui. Sinon, pourquoi tout le monde n'a pas gobé ce qu'ils ont dit? Si vous regardez, ça ne passe pas comme ça devrait. Pourquoi? Parce que d'abord, plus que jamais, il y a beaucoup d'Africains, y compris des Congolais, qui vivent depuis un certain temps dans le pays où sont établies ces chaînes. Le terme fake news vient d'un pays qui a une grande tradition démocratique, les États-Unis. Fake news. Donc, on peut avoir une chaîne aussi grande est-elle, aussi crédible, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut accéder à l'information sans nécessairement passer par TV5, RFI, France 24, RTBF, je ne sais pas, j'en passe, CNN, non. Les réseaux sociaux ont provoqué une révolution au niveau des médias. Au point que ces chaînes-là se sont rabattues sur les réseaux sociaux, vous comprenez? Elles ont toutes des tweets, des Facebook, des Instagram, machin. Non? Mais je ne dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, on est en train de sortir, on ne fait pas attention. L'Africain d'aujourd'hui n'est plus l'Africain d'hier. Il y a un ami burkinabé qui m'a toujours raconté une histoire. Quand, je crois Moussa Traoré, je crois oui, l'ancien président malien, le tout premier président malien, j'ai oublié les noms, parce que vous savez, tous ces pays-là c'était considéré le territoire français d'outre-mer. Donc, les militaires de ces pays-là, les Sénégalais, tous ces gens-là, ils étaient pratiquement dans l'armée française. Alors, quand le Mali, qui était, je crois que c'est là, le Mali, toujours bien là, bon, voilà. Quand le Mali est devenu indépendant, la première visite du président malien, qui était un ancien militaire de l'armée française, l'armée malienne, sous la colonisation, quand il va en France, on lui dit, écoutez, d'abord quand De Gaulle, il a parlé avec De Gaulle au téléphone, tout le temps il était en train de dire, oui mon général, oui mon général.
Alors on lui dira non. Tu es en train d'oublier que tu es maintenant chef de l'État comme le général de corps. Quand tu vas aller là-bas, il faut faire attention à ton langage et aux gestes. Il n'y a pas de mauvais qui disent général, parce que De Gaulle l'était. Mais De Gaulle ne l'appelait pas par son grade. Maintenant, quand il arrive en France, c'est une anecdote, dès que le général De Gaulle apparaît pour le recevoir, lui, il lui fait les saluts. Donc, ça prend un temps pour qu'on sorte de cette réalité historique. Ça prend du temps. Mais, il faut le dire que les Congolais d'aujourd'hui, en tout cas, il y a une bonne partie des gens qui n'ont plus le même complexe qu'avaient nos parents vis-à-vis de l'homme blanc. Tout en saluant quand même les héros de l'indépendance parce qu'il fallait sortir en ces temps-là de ces complexes pour demander l'indépendance. Allez, bon, nous en sommes pratiquement à la fin là, et Poutine, sénateur Tshisekedi Poutine, c'est vrai, c'est vraiment ridicule, moi étant journaliste, de voir un soi-disant journaliste des actualités expliquées présenter une telle histoire, que le président Félix est un bisounours, c'est honteux et haineux, il vient de démontrer des limites. Je n'aime pas les soi-disant journalistes d'actualité expliquées qui ont tendance à crétiniser les lecteurs par des sujets idiots. Ils déforment la diaspora avec les insuffisances des informations. Bon, ça c'est un point de vue. Je n'entends pas de cela. Moi, je dis, bon, il y a des gens qui ont leur ligne politique, même s'ils ne le disent pas. Mais, bon, ok, je note pas. C'était un point de vue que vous avez émis. Je n'ai mentionné les noms de personnes. Voilà. Allez. Marcel Pagnon dit Sékou Touré. Non, Sékou Touré était le premier président de la Guinée. Guinée-Conakry. Allez. Si DMB, il dit salut à vous Congo, je me pose la question de savoir si réellement l'intellectuel congolais réfléchit encore, car à voir ce qui se passe avec cette histoire des chiffres 15-19, l'IDP s'est bien implanté sur toute l'étendue du Congo. Il ne faut pas avoir un PhD pour comprendre qu'ils sont en train de désorienter la population. C'est une opinion. I've got nothing to add on that. Je n'ai rien à ajouter à cela. All right. Guy Robin Hood, tu m'as envoyé quelque chose, un lien. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Attends, on va tenter de voir de quoi il s'agit. Tu as envoyé ça 2 fois. Ah, voilà. Je crois que c'est le lien de Lutundula. Bon, on peut l'écouter. Hein? On improvise comme ça. Si ça va marcher. Monaki. Déclaration à Félix avec beaucoup d'honnêteté. C'est un garçon honnête. Un garçon honnête. Non, non, le garçon a une affection. Parce qu'il y a quand même les qui et puis même entre Bissoro Moutalobi et un garçon, c'est vraiment honnête. C'est avec affection. Parce que Ngana Salinaye, Nabasango, Nasenko, c'est un garçon. Je m'excuse encore une fois, bien éduqué. Et mais bien formé, hein. Il faut vous méfier de ce que les gens disent. Je le trouve un monsieur très bien. Monaki. Donc, vous avez la suite. Merci, mon frère. Si je mets ça, c'est juste pour faire voir parfois, au niveau de ce que nous appelons base des acteurs politiques de base, les gens sont beaucoup plus moins élégants, plutôt moins élégants, moins respectueux que les hommes politiques eux-mêmes. Ça, c'est un acte d'élégance. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui se dit de Lamuka, lui, il passe son temps à insulter Félix. Quelqu'un qui se dit de Kash, il passe son temps à insulter Fayou. Mais entre les acteurs politiques, ça, certains d'entre eux, ils ont des respects. Quand Félix Tshisekedi parle de Pierre Lumbi, il dit, je l'appelle affectueusement Mukubwa. Quand Lutundula est en train de parler de Félix, il dit, c'est un garçon bien éduqué, poli et bien formé. Méfiez-vous de ce que les gens rencontrent. Mais au coup, dans les réseaux sociaux,
Alors, on se pose la question, aux apprenants, il y a la mouka, aux apprenants, il y a cash, les gens sont arrivés à des choses inimaginables. Inimaginables. Donc, on dirait qu'on a posé à nous là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un avocat bien formé, un intellectuel de pointe. Parfois, les gens racontent des histoires dans la musique. Surtout, on va devant Moutoura, l'aime sous Goutou. Donc, Nabargima Boé, Okokate. Moi, je dis, il faut du respect à Martin Fayulu, du respect à Félix Tshisekedi. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les critiquer. On peut les critiquer, mais il faut du respect. Quand on nous la lobby, il y a la mouka. Du respect à Vital Kamerhe, le respect, c'est une culture. Donc, il faut tout cultiver. Il y a bêtises. À moins que j'oublie, ceux qui ont identifié, je te bloque. Mais tu as le droit de venir parler bien de ton leader, si tu veux, 1000 fois, tant mieux. Mais j'ai aussi le droit de dire, voilà ce que je pense. Et ceux qui passent leur temps, parce qu'en Europe, là, il y a n'importe quoi, je m'excuse le terme, c'est dit n'importe quoi souvent, pas tous, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les réseaux sociaux. On dit, mais pas d'objectivité. Et puis, ce qui est malheureux, c'est quoi? Quand on est analyste, quand on commente l'actualité, ce n'est pas vous qui êtes au centre de l'actualité. Ce sont ces gens-là qui font l'actualité. Sans eux, tu ne feras pas d'analyse, tu ne feras pas... tu ne vas pas commenter l'actualité. Donc, il faut passer. Et comme on la végétariat, tu veux être au centre de l'actualité. Non. J'ai entendu dire, non, on va combattre les... Mais quel est l'impact de ton combat? Il faut se poser la question. Tu es en train de tromper les petits peuples congolais comme si tu es grand. Ne nous trompons pas. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je connais la taille de mon audience. Excusez-moi. Je connais la taille de mon audience. Je ne peux pas dire que mon audience est comme la Voix de l'Amérique, comme RFI. Non, pas du tout. Non seulement je connais la taille, je connais aussi l'identité de mon audience. Quand tu parles à un groupe de Congolais qui sont dans la diaspora, il ne faut pas croire que les décideurs viennent se mettre pour t'écouter. Pensez que Macron va se réveiller ou bien son conseiller en question en matière africaine pour venir écouter l'anglo-congo. Je souhaiterais bien. Tant mieux si cela arrive. Il y a des lobbyistes, des Américains. Lobbyistes américains, j'en ai déjà vu. Et j'ai déjà chatté avec eux. Mais je ne me fais pas d'illusion. Un lobbyiste, c'est un lobbyiste. Pour moi, c'est quelqu'un qui vend ses services. Je ne vais pas prendre ce qu'il dit pour parole de Donald Trump. Donald Trump ne se réveille pas, ses conseillers, je ne sais pas, pour écouter Anglo-Congo. Non, pas du tout. Allez. Merci beaucoup. Nous étions déjà là à la fin. Bye bye. Je termine toujours en disant, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Qui est d'abord la paix. C'est plus important. D'abord parce que nous avons connu des morts. Ensuite, que les choses se déroulent bien. Je souhaite vraiment qu'il y ait pour parler, pour un minimum d'entente dans le pays. Voilà. Merci et que Dieu puisse nous garder, continuer à prier notre pays jusqu'à ce que nous verrons le bout du tunnel. Mais je sais que Dieu est en train déjà d'agir. Je vous aime bien. I love you so much. God bless you. Mungu amibariki sana. Bye.